Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de grand reportage. Depuis les années 60, l'armée israélienne confisque les corps de certains combattants palestiniens et arabes. Les cadavres sont conservés dans des cimetières secrets sous des numéros d'identification. Les Palestiniens surnomment ces cimetières Makaber Arkam, comprendre les cimetières des chiffres. Selon les ONG, on recense aujourd'hui plus de 304 cadavres confisqués, mais personne ne sait exactement combien de corps sont détenus par les autorités israéliennes. Ce sont des centaines de familles palestiniennes qui souffrent de ne pouvoir pleurer leur mort et faire leur deuil. Il y a un peu plus d'un mois, l'armée israélienne a rendu un premier corps de combattants palestiniens. Nos reporters James André et Liana Saleh sont partis à la recherche des cimetières des chiffres et à la rencontre des familles à travers toute la Terre Sainte pour comprendre pourquoi les Israéliens conservent ces corps. Bienvenue dans le Porter. Le 12 août 2010 restera un jour historique au village d'Aroura, en Cisjordanie. C'est la première fois en 60 ans de conflit qu'une famille arrive à faire libérer un cadavre palestinien de ce que l'on appelle ici un cimetière des chiffres israélien. Pendant 34 ans, la dépouille de Mashour Harouri a été confisquée par l'armée israélienne et placée dans un cimetière secret sous un numéro d'identification. Mashour est tombé sous les balles israéliennes lors d'une opération commando en 1976. Aujourd'hui, on a enlevé du cadavre de Mashour Harouri le numéro 539 qu'il portait dans le cimetière des chiffres. On lui a rendu son nom, Mashour Talab Awad Saleh Harouri. L'homme palestinien, le combattant palestinien qui est honoré aujourd'hui de cette manière. 2 semaines après l'enterrement, Amina, la mère de Mashour, est soulagée. Le corps de son fils est à 2 pas de chez elle, au cimetière du village. Elle lui rend visite souvent. Elle a fait graver sa pierre tombale au moment de son décès, il y a 34 ans. Cette pierre existe depuis le jour où il est devenu martyr. On la cachait aux Israéliens quand ils venaient. Quand les Israéliens venaient à la maison, ils ne savaient pas que cette pierre était celle de Mashour, sinon ils l'auraient cassée. Ils venaient toujours pour nous punir, mais Dieu merci, aujourd'hui, on a le cadavre et la pierre. C'est un cadeau de Dieu. Jamil Harouri avait à peine 5 ans quand son frère est mort. Il n'a que quelques souvenirs d'enfance, mais il a souffert de ne pas pouvoir prier sur sa tombe. C'est une politique immorale de confisquer les cadavres. Les morts sont des morts. C'est une punition pour les morts et les vivants. C'est une politique de vengeance plus qu'autre chose. Il n'y a pas de loi qui autorise ça. Qui dit qu'un cadavre peut rester prisonnier pendant des décennies. Issam est le responsable de la campagne nationale pour la récupération des corps. C'est son organisation qui a défendu la demande de la famille de Mashour devant la Cour suprême israélienne. C'est le premier cas qu'on a réussi à résoudre. Il date de 34 ans. Et comme vous le voyez ici, on a 320 autres cas à régler. Nous avons des preuves que la plupart des cadavres sont enterrés dans ce qu'on appelle les cimetières des chiffres israéliens. Personne ne sait exactement combien de corps sont conservés par les Israéliens. Le cas de Mashour a donné beaucoup d'espoir aux familles, même si la Cour suprême n'a jamais vraiment rendu de décision. L'armée israélienne a eu peur que la Cour suprême rende une décision l'obligeant à remettre le cadavre aux parents, ce qui aurait constitué un précédent juridique applicable à tous les corps. Ils ont négocié la solution la moins dommageable pour eux, et ils ont avoué être en possession du cadavre. D'après le rapport du médecin légiste qui était chargé du corps de Mashour, il a été exhumé dans un cimetière appelé Adams Bridge.
Nous avons contacté l'armée israélienne pour demander à visiter ce cimetière et à interviewer un responsable. L'état-major n'a pas donné suite, mais nous a remis ce communiqué confirmant qu'ils ont bien rendu le corps. Nous décidons de partir à la recherche du cimetière des chiffres d'Adams Bridge. Il se trouve dans une zone militaire israélienne située le long de la frontière jordanienne, près de Jéricho. La route qui va en direction d'Adams Bridge apparaît abandonnée. Bonjour, on cherche le cimetière pour les combattants palestiniens. Oui, je sais qu'il y a un cimetière ici. Les vieux en parlent. Ils disent que le cimetière est 2 kilomètres vers le pont. Les Israéliens apportaient des cadavres ici et les enterraient avec des bulldozers. Mais si tu veux y aller, tu ne pourras pas. C'est très surveillé. Il y a des patrouilles 24 heures sur 24. Et même si tu y arrives, le cimetière est vraiment à l'intérieur de la zone. Nous approchons discrètement de l'entrée de la zone militaire. Il est interdit de filmer. Nous ne verrons pas le cimetière des chiffres d'Adams Bridge. Il se trouve quelque part, derrière ces barbelés. Nous quittons les territoires palestiniens direction Israël, pour rencontrer Mohamed Baraké à Nazareth. Cet élu arabe israélien à la Knesset essaye d'obtenir des réponses du gouvernement sur le dossier des cadavres confisqués. Il a déjà interpellé le ministre de la Sécurité, sans résultat. On traite ce dossier à la Knesset. Mais je vais être franc, parler de ce sujet, c'est comme aborder la question des armes nucléaires israéliennes. Les militaires se comportent comme s'ils étaient au-dessus des lois israéliennes, des lois internationales, et si besoin, au-dessus des décisions de la Cour suprême. Monsieur Baraké nous indique un second cimetière des chiffres, situé près du pont de Bnot Yaakov, en Galilée. Il nous conseille de nous faire guider sur place par Souleiman Fareldin. Souleiman est directeur de recherche à Al-Marsad, une ONG qui milite pour les droits de l'homme dans le Golan syrien. Voilà le cimetière. C'est le terrain qui est délimité par les barbelés. Voilà le cimetière des chiffres du pont des filles de Jacob. Souleiman connaît bien le cimetière des chiffres de Bnot Yaakov. Il faisait partie de l'équipe qui l'a découvert en 1985. Quand nous sommes venus ici la première fois, c'était une zone abandonnée. Il n'y avait pas de barbelés. Et là, on a trouvé une tombe ouverte. Une tombe avec un cadavre enroulé dans un drap du ministère de la Santé israélien. À l'époque, la découverte fait scandale. L'armée s'empresse d'aménager le site. Il le ferme avec des barbelés, numérote les tombes et ajoute un panneau lisant « Cimetière pour les ennemis morts ». Il y a 6 ou 7 ans, les rabbins militaires sont venus au moment d'un échange avec le Hezbollah. Ils ont alors fermé le cimetière et transféré les corps. Israël a effectivement déjà utilisé les cadavres confisqués comme monnaie d'échange avec le Hezbollah libanais. Sur ces images datant de 2008, on peut voir des légistes israéliens en combinaison blanche exhumer les corps d'un cimetière des chiffres pour les rendre à leur famille. Souleiman a entendu parler de tombes à numéros cachées dans un cimetière appelé Shahita, près du village arabe de Wadi Hammam, sur les rives du lac de Tibériade en Israël. Nous continuons nos recherches ensemble. C'est sa première visite sur place. Le cimetière musulman du village de Wadi Hammam a l'air normal. Pourtant, en contrebas, on découvre des tombes anonymes. Des travaux sont en cours, et juste à côté, nous trouvons des plaques numérotées. Pour Souleiman, c'est la preuve qu'ici, l'armée israélienne a stocké des cadavres sans nom. Vu la taille des tombes, ce sont des tombes collectives. Il doit y avoir plusieurs corps là-dessous. Dans le village de Wadi Hammam, le cimetière des chiffres est un tabou. Diab Daleika est le seul témoin prêt à nous parler. Il était là, lorsque les militaires israéliens sont venus enterrer les corps.
À mon avis, il y a entre 50 et 70 cadavres à Shrita. À chaque fois, ils amenaient 7 ou 8 cadavres. Une fois, je me souviens, ils en ont ramené 12. La police de Tibériade venait, parlait aux hommes, ils commençaient à faire des trous, des grands trous. Et ils disaient par exemple, aujourd'hui on en a 6. Ils creusaient une seule tombe, puis ils y mettaient les boîtes, les cercueils, les unes à côté des autres. Je les ai vus, ils recouvraient les cercueils de terre. Moi j'étais jeune, j'avais 10 ans à cette époque, je rapportais des pierres, de la terre, et je les aidais. Il n'y a pas que des cadavres anciens dans ces cimetières des chiffres. En 2002, Hayat Akras, une jeune kamikaze palestinienne de 17 ans, s'est fait exploser dans ce supermarché de la banlieue de Jérusalem. 2 civils israéliens ont trouvé la mort dans l'attentat, le vigile du supermarché et une jeune fille de 17 ans, Rachel Levy. Depuis 9 ans, sa mère Abigail vient lui rendre visite tous les vendredis. Je nettoie sa tombe chaque semaine, tous les vendredis. Je ne veux vraiment pas qu'il récupère ses os. Je préfère que son corps soit déplacé ailleurs. Je veux bien qu'on l'enterre dans un cimetière, mais pas chez ses parents. Ses parents ne méritent même pas d'avoir ses os. Vous me comprenez? Les parents de Hayat, la kamikaze qui habite à Bethléem, ont réclamé le corps de leur fille aux autorités israéliennes. En vain. Ils ont appris sa mort à la télévision et n'avaient aucune idée de ce qu'elle préparait. Sans tombe, ils n'ont jamais pu faire leur deuil. Ça me fait mal. Toutes les religions monothéistes exigent qu'on rende les corps des prisonniers et des martyrs. Nos enfants sont des martyrs. Pourquoi ils ne sont pas rendus à leurs parents pour être enterrés dignement chez eux? Après l'attentat d'Hayat, les représailles israéliennes ont été terribles. Les 3 fils de Mohamed se sont retrouvés en prison et sa maison a été détruite. Sa femme Akras pense parfois à ceux que sa fille a tués, surtout à la famille de Rachel. Oui, ils sont victimes, mais nous aussi on est des victimes. Comme moi, c'est une mère. Et oui, j'ai pensé à elle. J'ai rencontré la mère de la martyre israélienne et je lui ai dit, tu as ta fille maintenant, et tu l'as enterrée, tu peux lui rendre visite. Moi, je suis privée de ma fille. Comme les centaines de familles des cadavres confisqués, les parents d'Hayat ont subi une double peine. Celle d'avoir perdu un de leurs enfants et celle de n'avoir jamais pu l'enterrer. Hadra rêve d'inhumer sa fille dans un endroit comme celui-ci, le cimetière des martyrs de Jenin. Mais tant que le conflit dure, un vide juridique permet aux Israéliens de conserver de plein droit les cadavres de ses ennemis. Merci James André et Liana Saleh d'être avec nous sur ce plateau. Alors Liana, cette histoire c'est un peu la vôtre puisque Machour c'est un membre de votre famille. Effectivement Philomé, je fais partie de la famille de Machour Harouri qui a été tué sous les balles israéliens en 67 durant une opération commando contre l'armée israélienne. Donc voilà, pendant des années, j'ai vu la souffrance de la famille et surtout ma grand-mère qui ne pouvait pas faire son deuil durant 35 ans. D'où l'idée d'aller chercher à savoir un peu plus ce qui est arrivé à Machour. Alors vous, James, à la fin du reportage, vous dites qu'Israël exploite un vide juridique pour conserver ses corps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors absolument. En fait, ce qui s'applique en l'occurrence, c'est la Convention de Genève. Et dans la Convention de Genève, il est clairement expliqué qu'à la fin du conflit, les corps doivent être rendus aux familles. Donc, lorsque le cas se présente, les avocats israéliens disent simplement, bien écoutez, le conflit n'est pas fini. Du côté des avocats des familles, ce qu'ils disent, c'est, attendez, la Convention de Genève n'a pas été prévue pour des conflits d'une telle durée, des conflits qui ne se finissent pas, finalement, ils ont été prévus pour des conflits courts, et donc, on demande la restitution des corps. Donc, Léa Tsemel, qui est une avocate israélienne des droits de l'homme très connue, nous a expliqué qu'en fait c'était au cas par cas, c'est-à-dire que les avocats viennent demander les corps, les avocats israéliens disent que la convention s'applique et eux se trouvent dans une situation où ils disent attendez non et ils demandent à Israël de se justifier quant à l'importance pour la sécurité de l'État de conserver les corps. Et donc ça se fait au cas par cas. Justement, pourquoi Israël conserve ces corps? Bien écoutez, il y a plusieurs hypothèses. En fait, bon, dans ce qu'on nous a dit, on nous a parlé d'abord du fait que c'était une monnaie d'échange, et ça on l'a vu, Israël l'a déjà fait avec le Hezbollah dans les années 2000. Ils ont rendu des corps en échange de prisonniers, en échange de cadavres de militaires israéliens, et donc ça a déjà eu lieu.
La deuxième chose, c'est la culture du martyr qu'on retrouve un petit peu dans tout le monde arabe. Et Israël ne veut pas qu'il y ait de nouveaux martyrs, que le retour de ces corps soit célébré, comme ça a été le cas d'ailleurs quand ils ont rendu les corps au Hezbollah. Et le Hezbollah a organisé une grande fête le long de la frontière, ce qui a beaucoup choqué l'opinion publique israélienne. Et puis, troisièmement, il y a l'opinion publique israélienne qui ne veut pas que ces corps soient rendus. Liana, les Israéliens ont rendu le corps de Mashour Haroui. Est-ce qu'il est possible qu'Israël décide de rendre d'autres corps? Écoutez, il y a deux choses. D'abord, le fait que le cadavre de Mashour a été rendu donne beaucoup d'espoir aux autres familles palestiniennes qui souffrent du fait de ne pas pouvoir enterrer leurs proches à côté d'eux. Deuxièmement, il y a une certaine prise de conscience générale parmi la société palestinienne et l'autorité palestinienne concernant ce sujet, ce dossier. Voilà. Et le ministère des prisonniers palestiniens et la campagne nationale de la récupération des corps font beaucoup d'efforts maintenant pour mettre de pression sur l'autorité palestinienne pour qu'elle inclue le dossier des corps dans les négociations entre Israël et Et on n'est pas sûr que ça ne complique pas l'affaire davantage. Merci Liana Saleh, merci à vous James André. Ici s'achève ce numéro de Reporter. Merci à ceux qui l'ont préparé, merci à vous qui l'avez suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand reportage sur France 24.